accueillir tout de suite sur scène les 3 prochains intervenants. Émilie Hall, responsable de l'approvisionnement durable chez CEPOL. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, et Arnaud Montebourg, ministre entrepreneur. Vous pouvez les applaudir. Bonjour. Prenez place, prenez place. Merci à tous les 3 d'être avec nous pour parler d'un sujet fondamental dont on parle en permanence quand on parle d'agriculture, c'est le sujet de la rémunération, comment mieux rémunérer les agriculteurs. Et on a décidé de mettre en avant des initiatives, des projets qui vont dans ce sens avec vous. On va entrer dans le vif du sujet parce que j'ai envie qu'on prenne le temps avec vous. On va parler d'abord, Émilie Hall, de CEPOL. Simplement en quelques chiffres clés, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le positionnement de CEPOL, filiale d'Avril, l'ampleur du groupe? Alors bonjour à tous. Donc Avril, aujourd'hui, notre mission, c'est nourrir les hommes et les animaux et préserver la planète. Donc on est plutôt sur des sujets d'actualité au vu des discussions de ce matin. Et CEPOL, donc au sein du groupe, est le leader de la transformation des graines oléagineuses, colza et tournesol, en France. On est aujourd'hui 700 collaborateurs répartis sur 5 sites plutôt ancrés dans le territoire agricole français. Et on a trituré, on triture habituellement chaque année 3 millions de tonnes de graines. On a aussi une démarche parmi les pionniers sur tout ce qui est autour du bas carbone et de la durabilité. On a lancé il y a maintenant 5 ans un outil qui s'appelle Oleose, donc en fait qui est une plateforme digitale de sourcing des graines de colza et de tournesol bas carbone et des pratiques vertueuses des agriculteurs qui sont du coup tracées et valorisées sur des marchés. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Oleose, c'est une démarche là qu'on veut mettre en avant concrètement. Je suis agriculteur, je produis du colza, du tournesol, et ça m'intéresse. Je veux être mieux rémunéré. J'ai des pratiques de production vertueuses sur le plan environnemental. Comment je m'y prends? Alors comment ça marche? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, l'agriculteur va livrer ses graines auprès de sa coopérative ou de son négoce, l'organisme stockeur. Et c'est l'organisme stockeur qui va collecter les données, les informations des pratiques des agriculteurs. Quand on parle de pratiques, on en a parlé pas mal ce matin, mais on revient sur la forme d'azote et la quantité d'azote apportée, la mise en place de couverts végétaux, l'apport de matières organiques. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en fait, on va collecter toutes ces données. Elles sont ensuite transférées sur notre plateforme Oleose qui permet de calculer une intensité carbone, un impact environnemental. Et à partir de là, nous sommes capables de valoriser en euros par tonne de produit la performance environnementale de l'agriculteur. Et donc, on va lui acheter ces graines avec un bonus d'IGES, émissions de gaz à effet de serre, en complément de sa graine standard. C'est du déclaratif, il y a un audit qui est fait pour s'assurer que les datas sont fiables et qu'il n'y a pas d'erreur? Alors exactement, on est sur une première phase en déclaratif pour que l'agriculteur puisse tester le système et voir à combien il va prétendre en termes de bonus GES. Et à partir du moment où il y a une contractualisation, alors là il y a un audit, c'est un audit qui est d'abord documentaire, où on va demander l'ensemble des éléments permettant de prouver les données qui ont été renseignées auparavant. Alors c'est un peu le titre de cette table ronde, qui paye la facture? Au final, qui paye cette rémunération plus attractive? Alors, qui paye? Cette filière qu'on a construite, elle est d'abord basée sur un contexte réglementaire. L'Union européenne fixe un cap au travers de la directive des énergies renouvelables avec des mandats d'incorporation pour les biocarburants qui sont traduits au niveau des États membres. Et on a 2 formes de traduction de ces mandats. Un mandat qui est plutôt quantitatif dans la majorité des pays, et c'est aussi le cas pour la France, où là il s'agit d'incorporer un volume constant de biocarburants dits standards, où en fait il suffit qu'il soit à 50% d'émissions de réduction de gaz à effet de serre par rapport à un diesel fossile dans le cas du biodiesel. Et on a ensuite des mandats plutôt qualitatifs, où là l'objectif est d'abattre les émissions de gaz à effet de serre du transport en l'occurrence. Et on est du coup à la recherche de biocarburants dit premium, ou en tout cas le plus efficace possible en termes d'intensité carbone. Et là, on va sur des 70-80% de réduction des émissions par rapport au diesel fossile. Donc les pétroliers, dans des pays avec des mandats en qualitatif, qui recherchent des biocarburants premium, on parle des pays comme l'Allemagne ou la Suède,
sont fortement intéressés par cette performance environnementale et sont prêts à payer une surprime pour ces biodiesels qui permettent d'atteindre la performance. Et c'est cette surprime que nous sommes capables de capter et de recascader vers l'amont agricole. Et alors, ça rapporte quoi à l'agriculteur? Ça rapporte quoi? Alors déjà, tout dépend en fait, puisque ça dépend de la performance de l'agriculteur. Et aujourd'hui, on a imaginé un système plutôt sur mesure, où en fonction de la déclaration de chacun des agriculteurs et de son étape dans le processus de la transition, nous y associons une prime qui est aussi dépendante du marché. Maintenant, pour être un peu plus concrète, depuis les 5 ans qu'on a derrière nous, la prime moyenne payée à l'agriculteur, elle est autour de 30 € la tonne, sachant que si on veut comparer ça au prix du colza, c'est 400 € la tonne de graines. Donc voilà, on est entre 8 et 10% en fonction des variations du marché de surplus payé à l'agriculteur. Peut-être aussi pour vous donner quelques chiffres supplémentaires, au global, sur ces 5 dernières années, ça a représenté 20 millions d'euros remontés à notre amont. Et donc, si on fait un calcul assez rapide, ce sont 700 000 tonnes de graines de colza et de tournesol qui ont pu bénéficier d'un bonus GES. Et ces 700 000 tonnes, en fait, elles se répartissent sur 11 000 exploitations agricoles partout sur le territoire français. Donc on le voit, ça arrive, c'est intéressant, attractif pour les agriculteurs. Ça va dans le bon sens, ça se développe. Est-ce que ça suffit toujours à les convaincre? Parce que ces pratiques de production vertueuses, elles peuvent être contraignantes, plus coûteuses en tout cas en amont. Est-ce qu'il y a des freins à lever à ce niveau-là? Alors c'est vrai qu'on a eu une très belle dynamique au lancement. Le fait d'apporter de la transparence sur la rémunération a permis d'engager de nombreux agriculteurs. Maintenant, en toute transparence, depuis 1 an, on est face à un marché qui est un peu plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il y a des incitations à l'incorporation de biocarburants, et ça c'est bien, mais on a aussi des incitations à la réutilisation et au recyclage. Et on a des produits comme les huiles usagées de cuisson qu'on peut collecter dans des fameux fast-foods dont je tairai le nom, et des effluents d'huileries de palme qui ont un statut de déchet. Ce statut de déchet leur confère 2 avantages principaux. Le premier, ça va être un avantage fiscal pour les pétroliers qui achètent ces matières et qui les incorporent dans leur mix de biocarburants. Et le second, c'est leur score en termes de performance environnementale, où quand je vous parlais tout à l'heure de 50% pour une valeur standard, 70-80% pour un colza avec des bonnes pratiques, on est à 90% de réduction des émissions sur des carburants issus d'huile usagée. Donc vous imaginez l'intérêt d'un pétrolier pour sourcer ce type de matière, sauf qu'en face de ça, c'est quand même des filières qui sont difficilement traçables et maîtrisables. Donc, je ne vous cache pas que ça a été assez facile. Il y a quelques petits malins qui ont flairé le bon coup. On a une filière qui est plus avantageuse économiquement et qui n'est pas tracée. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une fraude notoire d'import massif d'huile dite usagée en provenance d'Asie du Sud-Est notamment, qui se révèle être de l'huile de palme. En termes de chiffres, en 2023, c'est 20% de la consommation des biocarburants en France qui sont suspectés frauduleux et issus de ces huiles usagées. Quand vous importez 20% en plus dans un marché, l'équilibre de l'offre et la demande est complètement perturbé. En termes d'impact sur le prix de la graine de colza, on a dévissé de 30%. Sur le prix du bonus GES, on a perdu 50%. Donc, en fait, là où on se dit le colza, c'est quand même une culture hyper intéressante, c'est une tête de rotation, d'un point de vue agronomique, ça fait sens, on parle d'allongement des rotations. On peut se poser la question de comment va réagir l'agriculteur face à un marché qui aujourd'hui est déprimé, et comment l'agriculteur va prendre le risque de mettre en place des nouvelles pratiques ou de les maintenir quand la rémunération qu'on pouvait lui proposer n'est plus garantie. Donc aujourd'hui, ce que nous on espère, c'est que l'ensemble des alertes qu'on envoie seront entendues de nos pouvoirs publics et qu'on va pouvoir passer d'une phase d'observation, où on constate tous ces importations massives d'huile usagée, à une phase d'action pour essayer de préserver directement le revenu des agriculteurs français. Et on y reviendra effectivement à comment aller plus loin encore dans la démarche. Alors l'approche de CEPOL, c'est une réponse aux producteurs d'oléagineux. Arnaud Montebourg, c'est à l'entrepreneur que je m'adresse. Vous dirigez Bleu Blanc Ruche, la compagnie des amandes et la compagnie laitière des glaces paysannes. Donc vous ciblez le miel, les amandes, le lait bio. Tout d'abord, pourquoi ces filières en particulier? D'abord, merci de votre invitation. Il y avait d'abord un goût personnel. Le miel, les amandes et le lait, ce sont les
3 ingrédients qu'on trouve dans les 3 religions monothéistes. Donc on pouvait se dire qu'il y avait une manière de réconcilier l'humanité. Mais ce n'était pas du tout ça. Je préfère vous le dire. C'était pour vous distraire, je dis ça. Mais c'était surtout des filières en difficulté ou inexistantes qui avaient disparu. C'est le cas des amandes. Bon, le miel, tout le monde le sait maintenant. Et le lait, vous connaissez la situation. Donc, et notre ami Chaban, qui a fait beaucoup pour la filière, en parlera encore mieux que moi. Donc, on avait eu l'idée de changer le modèle pour essayer de remonter des filières qui avaient disparu pour des raisons climatiques, des raisons de savoir-faire disparues et des raisons commerciales aussi. Planter des arbres qui ne donnent des fruits qu'au bout de 5 ou 6 ans, ça demande beaucoup de travail non payé et ça demande des risques techniques quand on ne sait plus maîtriser le savoir élever l'arbre. Ça demande aussi, et puis c'est le risque commercial. Pourquoi je vais me diversifier alors que dans ce secteur, alors que je ne sais pas s'il y a un marché. Donc nous avons imaginé de transformer le modèle et dérisquer l'agriculteur, y compris sur le terrain de la rémunération. C'est ça, je crois, votre question, mais aussi sur le terrain technique, sur le terrain commercial aussi, et de la transformation. Donc c'est une forme en quelque sorte d'inversion du modèle, puisque le modèle habituel, c'est la grande distribution achète le moins cher possible au transformateur, le transformateur va voir le producteur et se venge sur lui parce qu'il est coincé avec son client, et c'est comme ça que l'agriculteur travaille gratuitement. Voilà. Et qu'on s'est tous mis à accepter ça. Bon, c'était pas du tout. Donc il n'y a plus d'agriculture, voilà, ou en tout cas les difficultés qu'on connaît. Donc notre idée était de dire, nous sommes transformateurs, nous avons des projets de transformation, un peu grossistes, donc un petit peu distributeurs. Donc nous allons nous associer avec les agriculteurs. Donc en fait, nous alignons les intérêts de l'aval sur l'amont en nous associant ensemble. Alors évidemment, c'est un effort pour un agriculteur de voir arriver un investisseur, un transformateur, quelqu'un d'autre que quelqu'un appartenant à sa corporation. Ça a été un effort que moi je me souviendrai toujours quand on est arrivé dans le Vaucluse avec nos premières slides devant la section cantonale de la FDSEA. Les gars nous ont dit Monsieur Montebourg, flairant peut-être le boniment du politicien qui en moi, Monsieur Montebourg, je fais sans accent, hein, la mariée un peu trop belle, il doit y avoir un loup. Et en fait, il n'y a pas eu de loup puisque nous avons bâti des vergers en association avec des arboriculteurs dans le midi de la France. Nous nous associons sur sa terre. Nous n'achetons pas la terre jamais. La terre doit appartenir aux paysans qui l'exploitent. C'est la terre, c'est une conquête de la Révolution française. Néanmoins, nous travaillons sur sa terre et selon ses vues à lui. C'est lui le patron. Et nous dérisquons financièrement. Nous finançons les investissements. Nous finançons le fonds de roulement. Nous payons son travail pendant le temps où l'arbre doit être élevé, où il ne récolte pas. Depuis le néolithique, l'agriculteur est payé à la récolte. Avec nous, on a décidé de payer le travail comme quand on monte une start-up. On paye les gens qui travaillent jusqu'à temps qu'on ait le résultat. Donc c'est là que les gens du Vaucluse m'avaient dit « mais c'est incroyable votre histoire ». Je dis « oui ». Parce qu'on a besoin d'amandes, on a un marché de l'amande qui fonctionne, on a de la croissance, des volumes, des prix et des importations médiocres. Donc on peut les substituer en partie. La partie premium, on va dire, allez, 20% du marché. C'est pas vraiment premium, c'est du made in France, c'est du made in Provence, c'est du made in Occitanie, du local. Alors évidemment, un paysan qui se dit, qui c'est ces gens-là avec qui je vais m'associer ? Vous dites à un paysan, vous allez vous associer avec des investisseurs, il sort les scopettes. Et vous dites à un financier, est-ce que vous allez investir chez cet agriculteur ? Vous dites, oh, alors là, non, jamais. Donc nous avons construit une sorte de tiers de confiance où nous dérisquons l'agriculteur contre l'excès de gourmandise de l'investisseur, on va dire, et nous dérisquons l'investisseur contre le risque investisseur chez l'agriculteur. Et donc cette alliance-là, entre deux mondes qui ne se parlaient pas, nous a permis de susciter 6500 hectares de déclarations de candidature, lever 15 millions d'aides comprises, d'avoir la première coopérative du Midi de la France venue dans notre capitale, qui est Arteris, filiale d'Invivo, je salue Thierry Biandinière, qui est entrée dans notre capitale, avec qui nous travaillons, parce que planter ces arbres-là qui n'existaient plus, presque plus, je vous donne les chiffres, on consomme 45 000 tonnes d'amandes par an.
en snacking, en pâtisserie, en cosmétique, c'est énorme. C'est un marché de 350 millions d'euros quand même chaque année, c'est pas un petit truc. Mais on en produisait il y a encore 3 ans 800 tonnes sur les 45 000. Donc là, nous, si on met 3 000 tonnes sur le marché, ce sera déjà bien. On voudrait aller un tout petit peu plus loin avec les prix qui sont valorisés 3 fois le cours mondial. Et donc, le couple prix-volume nous permet de garantir un partage de la rémunération à 50-50 avec l'agriculteur. Donc quand je vois un arboriculteur qui se demande s'il va planter des amandiers à la place de ses abricotiers parce qu'il ne peut plus les récolter, parce qu'il a la chacra, parce qu'il a plus de main-d'œuvre pour récolter en temps et en heure, il dit qu'est-ce que vous me proposez? Je dis écoutez, on vous propose d'abord de planter ensemble, de gérer techniquement le verger avec vous, parce que nous avons l'INRA avec nous et nos ingénieurs, et d'aller gagner de l'argent ensemble. Ce n'est pas moi qui vous achète selon le prix du marché. On va gagner de l'argent ensemble. Donc on travaille nos rendements ensemble. Et les débouchés, on les construit ensemble vis-à-vis de la grande distribution, mais pas seulement. Alors quels sont les canaux justement pour le miel, pour les amandes? Il y a une demande importante chez les pâtissiers, vous savez, les chocolatiers régionaux, il y en a partout dans toute la France, consomment entre 5 et 10 tonnes par an d'amandes pour les pralinés à Noël, à Pâques. Déjà, ça, c'est un marché considérable. Ils importent, ils ne trouvent pas. Donc, ils veulent de l'amande locale française. Vous avez je prends l'exemple, faisons un peu de publicité, l'Occitane en Provence. Ils ont une ligne de cosmétiques d'amandes. Ils ont 2000 points de vente dans le monde, mais il n'y a pas d'amande de Provence, Occitane en Provence. Donc maintenant, il va y en avoir. Les nougatiers, Chabert et Guillot, qui sont à Montélimar, ils commercialisent 2000 tonnes de nougat par an. Ils nous demandent des amandes locales, mais quitte à les payer plus cher, parce qu'elles sont meilleures. Je tiens à le dire, elles sont meilleures. Non, mais passez les messages. Et la grande distribution la grande distribution prend nos prix, ils discutent même pas. Ils disent, écoutez, de toute façon, il n'y a que nous. Alors pourquoi ils ne discutent pas? Parce que nous avons construit le processus autour d'une casserie, d'une usine qui nous permet de maîtriser la traçabilité, la garantie de stockage et la certification du produit pour la mise sur le marché. Il y a beaucoup de petits producteurs d'amandes, 1 hectare, 2 hectares, que nous ne pouvons pas financer. C'est trop petit, ça ne vaut pas le coup d'investir dans le machinisme agricole pour 2 hectares. Ça ne marche pas. Nous, on commence à partir de 10 hectares et qu'on fédère les vergers. Eh bien, vous avez aujourd'hui sur cet outil-là, à la fois la qualification pour tous les producteurs indépendants, et on fait du négoce pour eux, et en même temps nos propres vergers, avec nos associés agriculteurs, avec qui nous sommes des associés dans l'Aude, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Vaucluse. Et ces arboriculteurs, avec qui nous travaillons ensemble, on a construit une sorte de famille coopérative, en quelque sorte. Nous sommes les messieurs Jourdain de la coopération, finalement. Mais on l'a refait sans le statut, en coopérant pour arriver à maintenir des prix élevés et défendre le pouvoir d'achat, ou plutôt la rémunération de ceux qui travaillent la terre. Est-ce que ce modèle permet une rentabilité? Est-ce que les sociétés peuvent être à l'équilibre avec ce modèle économique? Je veux bien, oui. On n'a pas fait tout ça pour perdre de l'argent, oui, évidemment, et dans de belles proportions. Alors l'avenir nous dira à partir de quand les prix vont commencer à baisser. Mais pour nous, nous sommes extrêmement confiants parce que pour le moment, on est très au-dessus de nos plans d'affaires, nos BP, voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres filières qui sont venues nous voir. Lesquelles? Dans l'horticulture, dans les herbes aromatiques, dans ceci, dans cela, dans la truffe, là où il y a beaucoup d'importations et où il n'y a pas suffisamment d'initiatives et qui cherchent à se fédérer autour des outils de valorisation du travail de l'agriculteur. Donc je pense que, si vous voulez, alors évidemment les journées n'ont que 24 heures, néanmoins, je dis souvent avec tous mes associés, mes amis, nos amis agriculteurs, on dit, nous on reconstruit petitement, de façon très modeste, petit bout par petit bout, l'agriculture par le bas. Vous voyez, il y a les grandes décisions, et puis il y a les petites initiatives qui permettent de donner de l'espérance sur le terrain à de nombreuses familles agricoles qui se posent des questions. Mais ça passe par des remises en question de modèles. On craque les modèles. D'ailleurs, payer l'agriculteur pendant qu'il entretient ses arbres, avant qu'il ne récolte,
ça a été une révolution, une mini-révolution, vous voyez, culturelle. S'associer avec des gens comme nous, c'était compliqué au début. Et maintenant, c'est naturel. Donc ces évolutions-là, je crois que c'est Sébastien Abis qui le disait tout à l'heure, elles permettent, je pense, de construire des parcours de rentabilité, de compétitivité aussi, parce que servir le marché local, il faut d'abord être prophète dans son pays avant de penser à aller à l'extérieur. Puis franchement, c'est inadmissible de voir que si vous enlevez les vins spiritueux sur la balance commerciale, si vous enlevez les céréales, ben nous sommes ultra déficitaires. Hein, c'est eux, les céréales et les vins spiritueux, qui nous sauvent. Et de peu d'ailleurs, de plus en plus. Donc notre sujet, ça va être comment, produit par produit, on va remonter l'agriculture, au moins reprendre les 20-30% dans chaque produit, la fraise, la framboise, l'huile d'olive, le saumon, les fermes aquacoles, etc., etc. C'est un boulot de titan, mais qui peut être fait par chaque filière avec des initiatives de ce type-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai plaisir et honneur à venir le partager avec vous. Et je vous remercie encore de m'avoir donné la parole. Eh bien, merci à vous d'être avec nous. Alors c'est bien sûr, ça fait écho, Nicolas Chaban, à la coopérative, c'est qui le patron? D'ailleurs, vous l'avez dit, l'agriculteur, c'est lui le patron, qui fédère 15 000 sociétaires, entre 14 et 16 millions d'acheteurs. On connaît maintenant la fameuse brique de lait, et pas que, hein, vous allez nous le dire, qu'on voit dans beaucoup de par hasard, points de j'en ai une distribution. dans le sac aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas encore en tête Voilà. la brique de lait, C'est plus facile de décrire ça va être concret dans 2 secondes. notre histoire avec cette brique de lait. Allez-y, allez-y. Voilà, la fameuse que vous trouvez Et cette brique de dans lait, la plupart alors, des enseignes. je le dis au nom des consommateurs, on est une coopérative, parce que vous avez cette brique de lait là. Il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins, mais hors MDD, les classements se font hors MDD. C'est la brique de lait aujourd'hui la plus vendue en France, et elle est solidaire. C'est pas la plus vendue parce qu'elle est la moins chère, c'est la plus vendue parce qu'elle est solidaire. Voilà. Donc je la pose ici. Et justement, bravo à vous. Merci pour les producteurs. Et alors sur cette brique de lait, comme sur d'autres produits, c'est qui le patron, le beurre, enfin voilà, la liste s'élargit. Comment sont fixés les prix? Alors, Comment ça fonctionne? le point de départ de l'initiative en 2016, je vois Audrey Bourlot, qui était conseillère d'Emmanuel Macron et qui a connu ses premières heures. Tout le principe, ça a été de nous dire, en tant que consommateur, j'essaye d'insister là-dessus, vous avez en face de vous un représentant des consommateurs. C'est une coopérative. Il y a 3 structures, mais elles fonctionnent toutes de la même manière. Il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de sortie d'argent. Il y a une impossibilité de revendre la structure. On est dans une vraie aventure de consommateurs. Il faut le comprendre parce que quand au début on crée la brique de lait, on va voir les grandes marques d'abord. On dit, messieurs, sans les citer, Lactalis, Scandia, est-ce que vous pouvez faire une brique de lait? On découvre que les producteurs sont en train de mourir en France. C'est toujours le cas encore. Et il leur manque 8 centimes. Parce qu'on avait fait cette petite... tout est parti d'une discussion avec un conseiller du ministère. Mais je me rappelle une discussion avec des faiseurs d'huile aussi en France, où quand nous, consommateurs, on a dit mais combien il manque sur le colza pour que le producteur gagne sa vie? Personne n'avait une réponse à cette question. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple. Donc une fois que vous avez la réponse, 8 centimes par litre pour qu'un producteur change et ses journées et ses nuits. Combien on boit de litres? Deuxième question, 50 litres par an et par habitant. Et là, devant nous, je me rappelle, est apparu ces fameux 50 litres fois 8 centimes, 4 € par an. Si on rajoute 4 € par an sur notre consommation de lait, on sauve des familles à l'autre bout. Et donc, nous, consommateurs, on a décidé de créer cette brique de lait. Alors, pour répondre à votre question, on n'avait pas de budget, on n'avait rien, on n'avait pas d'agence, on n'en a toujours pas aujourd'hui. Et on s'est dit, on va faire un questionnaire. Donc, est apparu le prix qui existait à l'époque, c'était 69 centimes en rayon. Donc, la brique de lait est sur Internet. Et là, il y a 8 questions toutes simples. Est-ce qu'on paye au cours mondial le producteur de lait? Il y avait marqué pas rentable pour lui, mais si vous choisissiez ce cours finalement trop bas, le prix ne bougeait pas, 69. Est-ce qu'on met les 8 centimes? Ah bah ok, 8 centimes, vote massif, la brique passe à 77 centimes. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale? 5 centimes, 77,82. Est-ce que, pour le bien-être animal, on a des vaches qui pâturent? 1 à 3 mois, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Voilà comment
le prix, qui ensuite a augmenté avec évidemment les événements récents, est apparu et a été inscrit. Alors là, c'est assez incroyable. C'est un sociétaire qui nous a dit, si vous, les prix sont libres évidemment en France, bien évidemment, mais mettez-le. Prix voté, conseillé par finalement les votes, le bon sens, la bienveillance des consommateurs. Et donc le prix est apparu. Et là, il y a eu un effet complètement inattendu, c'est que la grande distribution, qui finalement se retrouvait avec le consommateur, lui disant à ce prix-là, je l'achèterai. Ce que j'ai présenté tout à l'heure a montré que c'était une réalité. Eh bien, il n'y a plus de négo. Voilà, Est-ce qu'il y a une perplexité quand même quand vous êtes allé les voir au début en vous disant c'est temps, vous allez voir, ça va C'était incroyable parce qu'il faut imaginer, nous, on n'est pas une start-up, c'est très important. On est une coop, on va avec des consommateurs. Alors, il y a une équipe, il y a Marie qui est là, il y a une équipe de salariés. Mais quand vous prenez votre journée, que vous vous retrouvez en face du grand patron de Carrefour ou d'Intermarché, et que vous êtes comptable à Brest, ou bonjour, j'ai pris ma journée, voilà. Vous voyez, on a voté un prix, monsieur Carrefour ou Intermarché, nous, on va l'acheter à ce prix-là. Il y a un bloc de marge, vous avez votre argent, ne venez pas mettre une pression sur le producteur. On a, nous, fait le chemin jusqu'au bout. On vous a épargné, on vous donne une merveilleuse occasion de ne pas faire votre incroyable métier, d'acheter le moins cher possible. Puisqu'on vous dit qu'à ce prix-là, on l'achètera. Et d'ailleurs, je donne cette autre information, je ne veux pas que ce soit des chiffres pour des podiums, mais cette équation-là, qui semble-t-il, vous en avez parlé, peut tout changer pour les producteurs. Une brique de lait dont le prix est fixé par le producteur, personne d'autre, même pas un représentant des producteurs. Les représentants, quand ils sont face à la grande distribution, ils disent à leurs copains, écoute, on ne peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est terrible, ce moment-là. Alors que quand le producteur vote en son âme et conscience individuellement, nous, consommateurs, on est sûr que c'est plus du marketing. On peut aller le voir les yeux dans les yeux. On fait ses visites le lundi matin à la gare de Lyon, personne ne se connaît. Michel-Édouard Leclerc, qui est venu dans une visite, a tenu à le faire dans l'anonymat. Je lui demandais, mais vous connaissez Chaban? Non. Vous connaissez pas? Non. Il y a vraiment des consommateurs qui, les yeux dans les yeux, disent au producteur, ça a changé votre vie. Cette phrase, vraiment, elle est vraie. Et quand un producteur gagne ses 8 centimes de plus sur ses 500 000 litres annuels, vous avez 40 000 euros de revenus mensuels et sa vie change. Voilà comment le bon sens et la bienveillance s'est emparé de l'histoire. Et après, il y a autre chose, le brique de lait, c'est la plus vendue. Mais Nielsen, qui est un organisme que sans doute vous connaissez, qui mesure, drôle de métier, toutes les sorties de caisse des produits, nous a appelé un jour en disant, on a le classement des 10 dernières années, et la marque, elle est très très bien classée, la marque des consommateurs. Alors on a dit, on est dans les 100 premiers. Ben non, on est, nous consommateurs, et s'il y a des sociétaires, on a créé la première marque solidaire, et c'est la marque la plus vendue depuis 10 ans en tant que nouvelle marque. Pas une marque en France, dans ce grand monde économique, toutes les marques créées par les grands groupes, n'est plus vendue que cette brique solidaire. Pas la moins chère, mais solidaire. Voilà. Et bravo, bravo à vous. Est-ce qu'il y a quand même... Parce qu'on apprend aussi, on tâtonne, on essaye, etc. Donc il y a le lait, il y a le beurre, il y a plein d'autres produits. Est-ce qu'il y a eu des produits sur lesquels ça n'a pour l'instant pas fonctionné? Pour quelles raisons? Parce que ça peut être intéressant aussi de savoir pourquoi ça ne matche pas. Ça ne marche pas, par exemple, quand le steak haché, c'est 4 jours en rayon. C'est un monde, la viande, vraiment très particulier, avec des codes assez complexes. 4 jours, c'est trop court. Il n'y a pas... Là, on n'est pas assez costaud pour amener tout le monde au moment où le steak haché, qui à 4 jours en rayon, bon, ça passait pas, il y avait de la casse. Et nous, il y a un indicateur qui s'allume, c'est le gaspillage. Dès qu'il y a du gaspillage, on n'aide pas le producteur et on crée du gaspillage, c'est pas possible. Voilà, les fraises, on les avait mis au bon prix. On a enlevé le plastique et finalement le carton un peu souple marquait la fraise, donc il y avait aussi du gaspillage. Mais tout ça, c'est des évolutions. Et comme on est consommateur, on n'est pas une marque. On va chercher, nous, les fameux loups, les problèmes partout où ils sont. On n'a pas une communication de... On veut que ce soit toujours en transparence ce que on rêverait, nous, je pense, d'avoir dans toute la consommation. C'est des produits dont on sait tout. L'enjeu aujourd'hui, c'est où va notre argent. Bon. Il est compliqué à gagner. À quoi il sert? Quel monde, finalement, je crée derrière ces petites impulsions qui sont des actes d'achat? Et puis, il faut le dire, désolé, vous l'avez peut-être dit avant ce matin, les producteurs en France, 1 500 000 producteurs en 1970,
ou exploitations plutôt. Aujourd'hui, 395 000, 100 000 exploitations ont fermé en 10 ans. On parle de gens qui nourrissent les autres. 27 par jour, 200 par semaine. Et récemment, j'étais avec des enfants, j'ai essayé de leur expliquer les enjeux pour la suite. Et ce n'est pas une image la plus heureuse du monde quand on la ramène finalement devant autre chose que les enfants, quoique. Je leur ai dit, imaginez un peuple qui vient d'une autre planète et il découvre le fonctionnement de notre Terre et il découvre qu'il y a notamment une famille de gens qui nourrit les autres. Et nous, on ne peut pas vivre sur cette terre si on ne se nourrit pas 3 fois par jour. Est-ce que vous pensez que c'est une famille de gens qui va être protégée ou en difficulté? C'est extraordinaire. Donc, ces gens qui nous nourrissent tous les jours, qui demandent, ils sont durs au mal, qui ne demandent pas grand-chose, il faut que nous, consommateurs, on aille se connecter à eux, qu'on arrête cet étonnant tour de magie où il y a plein d'intermédiaires qui nous créent un monde entre eux et nous. Et finalement, on le voit. Lorsqu'on est sûr que notre argent va vraiment aux producteurs, là l'inflation a fait baisser tout le rayon du lait, et cette brique de lait, elle est encore à plus 14% au moment où tout baisse. Donc il y a trop de signaux qui montrent que c'est un autre chemin possible qui aidera beaucoup les producteurs et qui tiendra compte de la pertinence de nos actes d'achat. En quelques mots pour chacun d'entre vous, parce qu'on arrive déjà à la fin, c'était passionnant, on n'a pas vu le temps passer. C'est qui le patron? Je reste avec vous, Nicolas Chabanne. C'est quoi le coup d'après pour aller plus loin et continuer à soutenir les filières, à les relancer, à protéger cette population qui devrait l'être? Alors on va racheter Candia, déjà. On change de modèle alors, du coup. Non. Et un petit bonjour à son président qui est parti après des nombreuses années. Non, le coup d'après, c'est assez génial chez nous, c'est que les stratégies, elles font pas mal à la tête dans notre aventure, puisque c'est le vote collectif. Oui. Donc, je pourrais vous parler de ce qu'on va faire à partir du moment où on aura mis les différentes pistes sur la table, et ensuite, les 15 000 sociétaires, vous pouvez devenir sociétaire, ça coûte 1 €, c'est très rapide, et les 16 millions d'acheteurs, parce que ces deux familles sont finalement très proches, vont décider de ce que deviendra cette aventure, qui, je le rappelle, et c'est important, n'a pas de fonds. On n'est pas contre les fonds, mais il n'y a pas de banque, on n'a pas de dette. On n'a personne qui vient nous dire qu'il faut faire du résultat. Et bizarrement, quand vous n'avez pas de pub à la télé, je finirai là-dessus, pas de commerciaux dans les magasins, pas de stratégie, pas de business plan, et que vous laissez une place immense à la bienveillance et au bon sens collectif, Vous êtes très libre. Ça marche. Voilà. Bon, on va suivre ça avec attention pour la suite. Émilie Hall, chez CEPOL, comment faire pour accélérer encore cette démarche bas carbone qui est essentielle, hein? Oui, nous l'ambition est bien d'aller plus loin, d'engager toujours plus d'exploitations et d'agriculteurs dans le chemin du bas carbone. Je le rappelle d'ailleurs, c'est un des leviers qui a été identifié par le GIEC, hein, c'est le 4e levier, le stockage du carbone dans le sol pour la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est notre ambition. Pour aller plus loin, c'est d'aller sur l'ensemble des débouchés qu'on peut avoir. Là, je vous ai tout à l'heure cité l'exemple des biocarburants, mais on travaille aussi sur la valorisation des bonnes pratiques, des pratiques vertueuses sur nos huiles alimentaires. Nous avons rejoint Transition, qui nous a été présenté par Christophe Buren. Le Sieur, alors je n'ai pas ramené la bouteille, mais vous pourrez trouver en rayon la bouteille des huiles engagées de chez Le Sieur qui rémunère aussi les agriculteurs. Je peux vous citer aussi le travail sur la glycérine et la cosmétique et plein d'autres débouchés. Je m'arrête là. L'idée, en fait, pour nous, c'est bien de valoriser la graine, donc la production de l'agriculteur, avec l'ensemble des services rendus pour l'ensemble des débouchés, et donc d'accorder une valeur environnementale clé dans le revenu de l'agriculteur et clé dans la transition pour qu'il puisse prendre ce risque. Et c'est au travers de cette valeur qu'on considère que l'agriculture est un des piliers pour la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Même question, comment aller plus loin? Est-ce que ça passe aussi par le cadre réglementaire? Écoutez, je pense qu'on a besoin que la nation tout entière se remette à, comme ça a été dit précédemment, à produire. D'abord pour nos besoins. Donc il y a des choix politiques très importants à faire. Vous me permettrez cette intrusion dans le champ politique un instant. On a délaissé l'agriculture, on a abandonné les agriculteurs à eux-mêmes. On les a mis sur le marché mondial et on a dit débrouillez-vous. Bon, adaptez-vous. Bon, on voit le résultat.
Pendant ce temps-là, regardez ce que les ménages consomment ou mettent comme argent dans le logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, et ce qu'ils mettent dans l'alimentation. Il y a des préférences collectives qui n'ont pas été guidées de ce point de vue-là. Donc on a fait tout marcher avec de la déflation économique pure pour l'agriculture, et on a stimulé fiscalement dans tous les sens un secteur avec de l'inflation, de la bulle spéculative, en veux-tu, en voilà, qui a appauvri finalement tout le monde. Donc on s'est planté. Rien que dans ces deux préférences-là. Donc là, ça demande quand même une révision assez sérieuse. Ça ne va pas se faire par le génie d'un seul homme, hein. C'est un travail collectif d'une nation qui décide de choisir, de défendre la fonction nourricière de sa société. Et ça, oui, il va falloir faire des colloques, des symposiums, des think tanks. Oui, il va falloir travailler, mais il va falloir travailler en confiance et aligner tout le monde pour qu'on puisse redécouvrir ce qu'a été, retrouver le sens de notre agriculture. Un grand merci à vous trois pour ces éclairages inspirants. Merci beaucoup.